Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à Imagemo à voix haute, édition du 12 juin 2021, l'émission de Canalem où on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Au programme aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, on reçoit Simon Dejoca, l'éditeur des 400 coups. Ensuite, notre collaboratrice Marie Barguirgian nous présente la chronique « Raconte-moi une histoire » préparée avec sa complice Mathilde Routy à propos du dernier album de Marianne Dubuc, « Ours et le murmure du vent ». Et en fin d'émission, dans les actualités rares, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture, cette fois en format audio. À tout de suite! Je m'appelle Elliot. Mon livre préféré, c'est Mon premier but. La collection, c'est Fou du hockey. L'auteur, c'est Alain M. Bergeron. Et l'illustrateur, c'est Mako. J'ai aimé ce livre parce que c'est une aventure très amusante. Dans les coulisses du livre. Aujourd'hui, dans les coulisses du livre, un moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse, on reçoit Simon Dejoca, éditeur à la maison d'édition québécoise Les 400 coups. Bonjour Simon. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir. Simon, vous êtes dans le monde de l'édition depuis plus de 20 ans. Vous êtes maintenant connu et reconnu et vous avez, je pense, commencé en éducation. Dites-moi comment vous en êtes venu à exercer le métier d'éditeur? Écoutez, vos sources sont fiables. Effectivement, j'ai commencé dans le monde de l'enseignement. J'ai fait mes études à l'Université McGill pour devenir enseignant au primaire. Et j'ai effectivement enseigné au primaire, au préscolaire, au secondaire dans le Grand Nord québécois pour ensuite même avoir donné des cours au bac et à la maîtrise en apprentissage coopératif. Et c'est en 97, alors que j'enseignais en première année à un groupe de 28 élèves, 21 garçons et 7 filles, avec 9 troupes d'apprentissage. Oui, c'était une classe assez olé-olé que j'ai rencontré par pur hasard chez mon père lors d'un souper. Le vice-président et la directrice du marketing de chez Beauchemin Éditeur. Et la directrice des ventes et du marketing, elle avait devant elle, nous étions 4 enseignants. Donc, vous pouvez imaginer que pour elle, c'était la manne de pouvoir parler à sa clientèle de façon privilégiée. Mais moi, j'étais justement avec mes 28 élèves. C'était la réforme de la loi sur l'instruction, sur l'enseignement. À ce moment-là, on changeait les commissions scolaires, elles devenaient linguistiques plutôt que confessionnelles. Je vous épargne les détails, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 97 du côté du scolaire. Et elle, après m'avoir écouté, j'avais dit en blaguant, si jamais vous avez un job pour moi, vous m'appellerez. Mais elle l'a pris exactement comme je lui disais. Au mot. Au mot. C'était une blague. Mais le lundi suivant, une de ses représentantes a démissionné. Et elle s'est rappelée, à ce moment-là, la fameuse blague de Simon Dejoca chez son père le samedi précédent. Et elle m'a appelé. Je me rappelle encore, Marie, j'étais à la maison en train de préparer le souper. Il était 17h30. J'avais ma petite fille à ce moment-là, Catherine Laurence, qui avait à peu près 3 ans et demi dans mes bras. Et c'était la folie des thermopompes. Tout le monde appelait pour nous vendre des thermopompes, habituellement vers l'heure du repas. Alors, j'étais convaincu que c'était une thermopompe qu'on me proposait. Et finalement, non. C'était un job. C'était Marie-André qui m'appelait pour me demander si j'étais intéressé de devenir représentant. Et j'ai dit oui, parce que j'étais permanent. Et puis de là, vite, je suis passé de représentant à directeur des ventes et du marketing, à vice-président chez Beauchemin. J'ai suivi ensuite chez Duval, qui faisait partie du groupe Nelson. J'ai quitté le monde de l'édition scolaire où j'ai eu le privilège de rencontrer des gens partout à travers le Canada francophone et francophile. J'ai migré vers le numérique chez Demarque pendant quelques années. Et en 2012, je parlais avec mon ami
et feu Guy Frenette, qui était le fameux patron de chez Beauchemin, Oui. d'une idée que j'avais d'aller vendre des livres francophones à travers le Canada. Et il a dit, mais pourquoi pas vendre tes livres plutôt que des livres? Et là, il a dit, les 400 coups sont à vendre, pourquoi t'achètes pas? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à acheter les 400 coups. Et Ouais, depuis ce temps-là, ça a toujours été des situations de coïncidence, de rencontres. de bonnes personnes sur le bon chemin, c'est ça. Ouais, ben des fois, je pense qu'on en a plusieurs de ces rencontres-là, mais on ne les note pas ou on ne prend pas le risque d'aller vers ces changements-là. Je pense que ça fait partie des grandes leçons que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants, c'est que quand une occasion se pointe, on la saisit. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui guide vos choix aux 400 coups? Qu'est-ce qui vous inspire, qui vous allume en littérature jeunesse? Premièrement, c'est un choix collectif. Nous sommes plusieurs, on est 8, bientôt 9 aux 400 coups, et je tiens mordicus à ce que l'ensemble de l'équipe, peu importe le mandat, tout le monde puisse participer à la fameuse réunion du comité éditorial pour faire nos choix. Mais nos choix sont guidés sur ce que les 400 coups sont depuis 1995. L'audace. Nous sommes forts sur l'audace, autant dans l'humour. On se rappellera le livre où la poule meurt à la fin, où on a une poule qui est vraiment compulsive, révérencieuse envers l'Église et le principe même de payer ses cartes de crédit. Et aussi, on a l'audace du côté des carrés blancs, donc plus sérieux, comme par exemple Touche pas à mon corps, Tati Jacotte, ou encore plus récemment le livre... Le grand méchant loup dans ma maison. Le grand méchant loup dans ma maison, vous l'avez effectivement de Valérie et Nathalie, qui parle de violence conjugale. Donc, les 400 coups sont beaucoup dans l'audace. Thomas Cotto, un de nos auteurs, avait dit justement qu'il faut des livres où les enfants posent plus de questions qu'on ne leur donne de réponses. Il faut des livres qui donnent des réponses, c'est vrai, mais aux 400 coups, on s'est donné le mandat d'offrir des livres où les enfants pourront poser plus de questions, pourront s'étonner de voir que des fins ne sont pas toujours les mêmes, que l'humour, ça existe de toutes sortes de façons, et que la poésie et la vie est belle de bien des égards, mais des fois, elle est plus houleuse aussi. L'écriture, pour vous, Simon, est-ce que ça a déjà été un appel? Non, écoutez, j'ai écrit quelques mots ici et là, mais jamais un texte aussi beau, aussi fini que ce que je vois, autant chez nous que chez d'autres grands éditeurs québécois et internationaux. Je vous avoue que je suis peu enclin à trouver la ligne. Peut-être qu'un jour, quand je trouverai ma retraite, je trouverai le moment pour le faire. Entre-temps, je trouve plaisir à lire les histoires et à raconter des histoires aux enfants, aux adultes. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir faire ça avec les jeunes et les moins jeunes. Puis, quels sont vos prochains projets? Est-ce qu'il y a des salons du livre ici? Les salons, comme vous savez, avec la pandémie un peu compliquée, nous espérons bien sûr qu'avec la vaccination à 75% de la population, on pourra retrouver les beaux et grands salons du Québec, de l'Atlantique, de l'Ontario, de l'Ouest, et aussi à l'international. Les 400 coups sont présents dans environ, je pense, sans avoir vraiment fait le calcul, à peu près 28 salons et foires à travers le monde. Quand même, hein? Oui, pour vendre nos livres ou pour vendre les droits sur nos livres, faire connaître et faire rayonner le talent des créateurs des 400 coups. Donc, notre espoir, oui, effectivement, de se retrouver là. Puis, je peux vous dire aussi en primaire qu'à l'automne, en novembre, on sortira une nouvelle collection, Marie. Je pense que vous serez intéressé de vous procurer ces livres-là. La collection s'appelle Les Grandes Voix et on veut faire rayonner des voix fortes d'ici et d'ailleurs. On a commencé avec celle d'ici. Alors, on est allé chercher le très regretté Raymond Lévesque. On a eu l'autorisation de reprendre son texte « Quand les hommes vivront d'amour ». Mais ce texte sera offert avec la version illustrée. Donc, ce sera un album pour adultes, pour mettre sur la table à café, pour offrir en cadeau. Des beaux livres, là. Oui, on aura aussi David Goudreau avec... J'en appelle à la poésie, qui sera lui aussi un album illustré. On aura aussi éventuellement le livre aussi de Edith Butler et Lise Aubu, l'hymne à l'espoir. Donc des textes forts qui pourront être repris par les jeunes, mais aussi les adultes qui verront là un genre de livre à offrir en cadeau et qui rappellera aussi des grands textes de
de nos grandes voix. Ben, puis on est dans la transmission ici. Hein? C'est une chose que vous faites qui s'inscrit dans le manifeste On a tous besoin d'histoire, que vous avez soutenu beaucoup. Oui. C'est intéressant. Alors, on rappelle que aussi sur la page Facebook Les Histoires 400 coups, on peut trouver plein de rencontres exclusives que vous ou vos collaborateurs font avec des créateurs qui font la promotion de plusieurs livres. Oui, puis je vous explique rapidement que dans le cas de la pandémie, on s'était dit on doit trouver une façon d'inviter les gens, puisqu'on ne peut pas être dans les salons, donc on avait pensé à ça. Mm-hmm. La formule sera revampée de façon mieux définie à partir de l'automne, donc là on va prendre le temps de profiter de l'été, mais dès l'automne prochain, on aura plutôt un programme régulier, un peu comme vous, Marie. On aura peut-être les mardis à 10h, l'heure du conte pour les enfants qui voudront, avec leur classe, s'inscrire, ou les CPE pour écouter l'heure du conte avec quelqu'un nouveau. Peut-être les jeudis, un jeudi sur 3, il y aura une rencontre avec un libraire, une bibliothécaire, un auteur, des choses plus structurées pour que les gens puissent mettre à leur calendrier le mardi à 10h, le troisième jeudi à telle heure, et comme ça, parce que là, présentement, c'était un petit peu, il fallait vraiment être au fait. C'est ça. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on est dessus, on peut aller regarder et re-regarder les présentations. Oui. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir les présentations qui ont été faites avec Mme Marie-Ève, l'enseignante chouchou du Québec, qui a tenu à bout de bras et qui fait un travail formidable. Voilà. Merci Simon d'avoir pris ce temps-là avec nous pour mieux nous faire connaître votre vision le rôle d'un éditeur et la maison, les 400 coups. Merci beaucoup. Au plaisir. Ça m'a fait plaisir, Marie. Au plaisir. Au revoir. Merci. J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Je fais chanter l'océan, invisible à nouveau. J'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent. Ah là là, la 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 la. La 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 la. Je redeviens le vent. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai que tout mon temps, tel un premier désir. Tel le soleil levant. Pour toi éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent. La 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 la. La 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 la. Je redeviens le vent.
On vient d'entendre Fred Pellerin interpréter Je redeviens le vent, une chanson de Martin Léon et Manuel Laroche. Raconte-moi une histoire. Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalande. Dans la chronique d'aujourd'hui, produite par On a tous besoin d'histoire, que vous nous avez préparée avec Mathilde Routy, vous nous parlez du dernier album de Marianne Dubuc. On écoute votre chronique et on en reparle avec vous tout de suite après. Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Raconte-moi une histoire nous emmène aujourd'hui en promenade à travers champs et forêts parce qu'il arrive parfois que la vie nous appelle à partir à l'aventure. Mais partir vers quoi? C'est ce que nous allons découvrir en suivant Ours. Ours, le personnage attachant du dernier album de Marianne Dubuc, Ours et le murmure du vent, publié aux éditions Album. Une occasion d'évoquer la poésie visuelle de cette créatrice talentueuse, lauréate de nombreux prix. Oui, car dans cet album, Marianne Dubuc reste fidèle à ce rapport intime et doux qu'elle entretient avec la nature. Pensons à Je ne suis pas ta maman, Qui se passe dans un arbre, Le lion et l'oiseau, qui évoque le cycle des saisons, ou encore Le chemin de la montagne. dans lequel la nature est une découverte éblouissante sous le regard de Madame Blaireau et de Lulu, le petit chat. Dans Ours et le murmure du vent, elle reprend l'idée d'une promenade méditative, comme si le chemin de la nature offrait toujours l'occasion d'une réflexion sur la vie, mais bien sûr avec légèreté, fantaisie et tendresse. Elle va plus loin peut-être, car ici, la nature est un personnage à part entière de l'histoire, tant elle enveloppe la vie d'Ours, lui murmurant de bouger, d'aller ailleurs. Mais justement, revenons à notre personnage, Ours. Avant, Ours avait une jolie maison. Ours avait des après-midi avec ses amis. Ours avait son fauteuil préféré et avait l'odeur de la tarte aux fraises. Ours avait la vie douce. C'était avant le grand chamboulement. Le grand chamboulement, c'est cette chose indicible à l'intérieur de lui qui indique qu'il doit suivre son instinct, avoir le courage de bouger, de changer. On le sent très bien dans une illustration dans laquelle on le voit, regardé par la fenêtre du salon. Tout est rangé, en ordre, à sa place. Ours ne sait pas où il va, mais il sait seulement qu'il doit y aller. Ours commence ainsi ce voyage important. Il fera face à la solitude, au doute, au regret, à la peur. Parfois, il pense avoir trouvé ce qu'il cherche, mais ce n'est sans doute pas assez éloigné de sa vie d'avant. Alors il repart. Et au pire moment de découragement, il fera la rencontre. Vous savez, une de ces rencontres inattendues que la vie vous réserve. C'est Mus, une souris qui lui ouvre les portes d'une vallée magnifique. Et ça sent bon l'herbe et le soleil. Ours va se poser, son voyage est terminé. Il va manger de la tarte au bleuet, ça fait changement de la tarte aux fraises, et rire avec Mus. Marianne Dubuc prend son temps, et c'est bien, dans cette histoire qui est aussi une histoire de liberté. La liberté de prendre un chemin différent de celui déjà bien établi, la liberté de se laisser guider par son instinct. À moins qu'Ours n'ait quitté ses jeux à la recherche d'un autre lieu qui ne sera peut-être plus celui de l'enfance. De page en page, comme une mélodie qui rythme le récit, on voit volter devant le nez d'Ours une petite feuille. Sans doute le murmure du vent qui lui souffle son chemin. Marianne Dubuc cause d'ailleurs d'autres symboles. Une grenouille qui semble sortir d'un conte, l'eau comme métaphore du renouvellement, et peut-être la vallée elle-même, lieu de richesse et de fertilité, donc prometteuse d'un avenir souriant. Ours et le murmure du vent donnent envie de nous poser tout simplement, de respirer, de sentir l'herbe fraîche sous nos doigts dans cette vallée découverte par Ours que l'on sent désormais détendue. Il y a toujours chez Marianne Dubuc un chemin poétique à suivre, une quête qui n'est pas forcément un aboutissement, mais plutôt une étape pour être plus heureux et mieux se comprendre. Ours et le murmure du vent de Marianne Dubuc aux éditions Album, disponible en bibliothèque bien sûr et dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt. C'était Marie Barguirdian et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
nouvel album, toujours poétique, de Marianne Dubuc, n'est-ce pas? Ah oui, toujours. Il y a une poésie véritablement qui émane de ces illustrations. D'abord, je pense qu'on est tous sensibles à la fois quelque chose de léger, profond, la façon dont elle dessine avec soin chaque petite feuille, chaque brin d'herbe. C'est vraiment très touchant. Oui, c'est vraiment un album poétique. Oui. Et c'est aussi, pardon, allez-y. C'est aussi un album poétique dans le sens qu'il nous offre, parce que au fond, en allant un petit peu plus loin, on pourrait dire que ce qui nous est inconnu, ce que la vie nous réserve et la liberté qu'on peut prendre pour aller un petit peu au-delà de la vie, c'est un peu la poésie de la vie. Voilà. Oui. C'était déroutant au début, en fait, on s'en parlait il y a quelque temps. C'est un sujet qui nous déroutait au début, mais on comprend que Ours est en quête de sens, qui veut grandir et puis qui a suivi son côté instinctif aussi. Exactement. Et c'est vrai que ça m'a déroutée parce que je me disais, bon, pour un enfant, c'est quoi la motivation d'Ours à quitter comme ça cet endroit où il est si bien avec ses amis, dans son salon, ses jouets, etc. Donc, peut-être c'est un album qu'on peut adresser aussi à des plus grands, parce qu'il y a un petit sens philosophique quand même, quelque chose de profond. Et on le relie à quel thème du manifeste? Moi, je trouve qu'il est en quête de sens, quoi. Et peut-être aussi, il cherche des réponses à ces questions, parce que c'est des questions intérieures. Cette motivation justement qu'il ressent, cet instinct, pourquoi ça se manifeste tout d'un coup, donc il a besoin de se mettre en mouvement au fond pour aller trouver des réponses à tout ça, et il trouvera cet apaisement dans la vallée que lui propose de découvrir la petite muse. Oui, puis vous disiez, vous nommiez l'aspect spirituel de toute cette symbolique, le souffle du vent. C'est très vrai, ça, oui. Mais je trouve, et puis vous m'avez fait remarquer d'ailleurs que cette petite feuille qu'on voit de page en page, qui ressemble à ce murmure, ce souffle en tout cas, on la retrouve aussi dans un autre album qui est Le chemin de la montagne. Donc c'est comme un leitmotiv qui revient chez Marianne Dubuc. Oui, en fait, chez Marianne Dubuc, comme chez beaucoup d'autres auteurs et illustrateurs jeunesse, elle met souvent des animaux en scène dans ses livres pour enfants. Pourquoi ils font ça, les créateurs? Le choix de personnages animaliers? Et oui, c'est une bonne question, puis c'est une question très importante parce qu'en réalité, ça permet à travers l'animal, d'abord les enfants, c'est que les enfants aiment beaucoup les animaux, leurs peluches, etc., jusqu'à un certain âge en tout cas, mais en général. Et puis, justement, ça permet à travers le langage corporel des animaux, que ce soit, il y a une transposition qui se fait dans l'histoire. C'est eux, les enfants se disent, c'est nous, cette histoire, on se voit, mais c'est pas tout à fait nous non plus. Donc ça crée une petite distance qui fait que on n'est pas claqué à un personnage blond ou aux cheveux frisés qui ne nous ressemble pas directement, mais un animal peut ressembler à tous. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ils utilisent beaucoup. Et puis ça vient aussi d'une tradition des contes animaliers, des fables de La Fontaine. Il y a aussi tout un aspect historique là-dedans. Tout à fait. Ah, ben merci, Marie Barguerdian. On va mettre toujours bien sûr... intéressant de discuter avec vous. Et avec vous, vraiment, on fait ça dans les deux sens. On va mettre toutes ces informations à propos du livre de Marianne Dubuc sur le site de Canalem. Et on vous retrouve, Mathilde et vous, la semaine prochaine, parce que c'est la dernière émission de la saison. Alors, on sera tout le monde ensemble. Oui, déjà. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Les actualités littéraires de cette semaine, à Marie raconte, je lis Mes parents pour la vie d'Elsa Devernois et Barou des éditions 2. En colère, Nathan voudrait que l'on retourne sa sœur dans son pays d'origine, le Vietnam, où il est né d'ailleurs, lui aussi. Suit alors une chouette discussion illustrée sur l'adoption et le vrai sens du mot parent. Pour écouter Marie raconte, vous allez sur le site de Canalem le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi 13h.
En mai, dans le cadre des Grands Prix de la littérature de la Montérégie 2021, le prix Philippe Béat 2021, prix bisannuel accordé à l'auteur d'un album jeunesse, est revenu à Valérie Fontaine pour Le Grand Méchant Loup dans ma maison, des éditions Les 400 coups. Livre jeunesse disponible en version audio chez Vues et Voix à livreaudio.vuesetvoix.com, Sophia et le marchand ambulant de Katia Canciani et Antoine Depré, des éditions Les 400 coups. Dans l'espoir que son vœu d'anniversaire se réalise, Sophia décide de rencontrer Tullio, le marchand ambulant, chaque semaine lors de son passage. Elle ne pourra rien lui acheter, mais qu'importe. Au fil du temps, Tullio lui fait découvrir des mélodies, des odeurs, des saveurs et des textures dont elle ignorait l'existence. On en écoute un extrait. Sophia regarde son gâteau d'anniversaire. « Fais un vœu », chuchote sa mère. La fillette sait ce qu'elle aimerait vraiment, mais c'est tellement spécial. Ses parents ne peuvent pas lui offrir. Elle a cependant une idée en tête. « Je veux pouvoir me rendre seule au bord de la route. » « À quoi cela te servirait-il » demande son père. « Chaque semaine, quand le marchand ambulant passera, je le saluerai. » Le père et la mère se dévisagent. « Tullio s'arrêtera » objecte sa mère, « et nous ne pourrons rien lui acheter. »« Je lui dirai. » Ses parents soupirent. « D'accord, » murmure-t-il. Ravie, Sophia souffle sa bougie. Un album qui raconte l'espoir d'une petite fille d'avoir un grand-père dans sa vie. Rappelons que vous pouvez trouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine, Simon Dejoca, éditeur à la maison d'édition Les 400 coups, Marie Barguirgian et Mathilde Routy, sa collaboratrice pour la chronique Raconte-moi une histoire, Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix, et Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio et metteur en ondes. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la dernière de la saison.